Donc là, sans transition aucune, on a une présentation à quatre voix, comment ça s'appelle, en direct et en différé et à distance. Donc c'est toute une prouesse technologique. Donc là, on va avoir donc une présentation qui est plus axée sur comment on outille les patients pour mieux comprendre à la fois leurs problématiques de santé, mieux comprendre leur trajectoire de soins, mieux identifier aussi l'impact de la maladie sur leur vie de façon plus générale et bien sûr préparer la transition et la mobilisation de tout le tissu communautaire. Donc, on va commencer d'abord par Karine, qui va nous revenir un peu sur comment on apprend, quels sont les mécanismes d'apprentissage patient. Elle a fait des travaux de recherche là-dessus qui sont absolument passionnants. Ensuite, on va avoir un duo Tiffany et puis Mathieu qui vont nous présenter un travail qui a été fait par le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public au cours de ces dernières années pour essayer de mieux articuler autour de la trajectoire justement de vie dans le domaine du cancer, quelles sont les différentes dimensions qui sont touchées et à quel moment elles sont touchées du point de vue des patients. Et ensuite, on a Bertrand qui va nous parler de ce que c'est qu'un chatbot, parce que l'idée aussi, c'est d'avoir éventuellement aussi des outils interactifs avec les patients. Donc là, je laisse la parole à Karine et je passe les diapos. Oui, merci. Alors, bonjour tout le monde. Désolée d'être à distance. J'avais un autre engagement aujourd'hui. Est-ce que le son est bon? Oui, c'est parfait. OK, parfait. On m'a demandé de faire un petit survol de l'apprentissage expérientiel. On commence avec un volet ésotérique de l'apprentissage, que ce que j'aime dire. Et à ce moment-là, je vais davantage vous donner quelques concepts clés pour amorcer une réflexion, une discussion, voir comment les savoirs expérientiels également, le parcours d'apprentissage expérientiel pourrait être mobilisé dans le cadre du projet. Alors, que sont les savoirs expérientiels? C'est des connaissances que la personne qui sont issus d'un processus de transformation de ses apprentissages antérieurs. C'est un apprentissage qui résulte d'un cumul d'expériences vécues plutôt que par la répétition isolée de savoir-faire et la réflexion à propos de ces expériences. Et je donne souvent l'exemple que c'est très difficile de demander aux gens quels sont les savoirs issus de l'expérience. Ce n'est pas la première chose qu'on va nommer. Je vous donne un exemple concret. Je vous demande comment je fais pour clouer un clou. Puis là, vous allez me dire, là, Karine, tu prends ton marteau, tu prends ton clou, tu la poses sur le mur et tu cognes ton clou, puis fais attention à tes doigts. Ça se peut que tu les accroches puis tu te blesses. Un savoir expérientiel, c'est plus complexe, c'est d'expliquer à la personne, mais quand tu vas prendre le marteau, tu vas sentir le poids. Et quand tu vas faire ton mouvement de contrebalancement, tu vas sentir le poids aller de l'arrière vers l'avant, puis la trajectoire va être plus rapide, puis ça peut dévier, puis c'est pour ça que tu peux te cogner les doigts. Alors, c'est très difficile à cerner, surtout chez une personne qui est touchée par la maladie. C'est pas intuitif de raconter ça. Puis notre équipe s'est vraiment intéressée à la façon d'aller les chercher par des activités de recherche. Plus particulièrement, tu peux changer de diapo, Marie-Pascale? Pourquoi j'arrive pas? Attends. Ça y est, c'est bon. Ah, c'est bon, parfait. Chez la personne touchée par la maladie, on sait qu'elles développent leur propre stratégie pour gérer les conséquences de la maladie de manière compétente. Puis également, que les apprentissages des patients, ça ressemble à l'autogestion. Ça peut même relever de l'autodidactie, c'est-à-dire être réalisé par l'expérience acquise lors d'autogestion concrète. Alors, le fait d'être en contact avec la maladie tous les jours, on vient à développer des façons nouvelles de gérer sa santé qui sont des fois issus par leur expérience et non enseignés. On peut aller à la prochaine diapo. Et dans notre équipe, dont entre autres Marie-Pascale fait partie dans ces différents travaux, également quelques personnes dans la salle qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu noter de cet apprentissage? C'est que les personnes touchées ont besoin d'aide des professionnels en début de parcours. Puis ça demande quand même un certain nombre d'expériences puis du temps pour acquérir cet apprentissage expérientiel, puis un cumul de sort expérientiel. Puis, qu'est-ce qui est particulier, c'est que quand la personne devient très habilitée là, en lien avec l'autogestion, c'est qu'on est capable de dénoter là, une capacité d'interoception. Puis là, il y a plusieurs patients dans la salle. C'est vraiment en lien avec le fait qu'on vient à reconnaître les sensations dans son corps, de savoir quand une douleur est normale, n'est pas normale, une sensation est nouvelle. Et c'est vraiment une particularité que les gens vont acquérir avec le temps. On peut passer à la prochaine diapo, Marc-Pascal.
Et entre autres, un de mes étudiants qui a fait le projet de maîtrise, Billy Finette, a documenté la progression de l'apprentissage expérientiel, entre autres chez des jeunes adultes touchés par un cancer hématologique. Puis on est capable de voir qu'en début de parcours, c'est vraiment les professionnels qui sont experts. Puis à la fin de parcours, que la personne devient expert à écouter son corps. Puis on a pu quand même réussir à avoir quelques éléments clés qui dénotent, qu'on est en mesure de dénoter si les différents niveaux d'apprentissage sont atteints. On peut passer à la prochaine diapo. Et on a également documenté un parcours d'apprentissage en 4 jalons inspiré des travaux de Cope sur l'apprentissage expérientiel. On voit qu'une personne, quand elle vit des défis liés à la maladie et ses traitements, c'est une première étape d'être face à un défi. Par la suite, la personne va vivre un déclencheur qui va amener par la suite une réflexion et qui va apporter une action. Puis de manière plus concrète, tu peux cliquer, j'ai une petite animation, Marie-Pascale. En premier, par exemple, pour le défi, c'est par exemple souhaiter revenir à une vie normale. On se rend compte que là, les traitements sont terminés, par exemple. Et là, j'aimerais ça reprendre certaines activités. Je me rends compte que c'est plus dur. À ce moment-là, il y a des fois un déclencheur. C'est bon, tu gardes l'animation. Intuitivement, tu as fait la bonne chose. On vient avoir un déclencheur, c'est par exemple la persistance d'effets secondaires. Je veux revenir à une vie normale, mais je me rends compte que la fatigue est encore de plus en plus présente. Et même si je fais mes activités, la fatigue m'empêche de faire mes activités. Et par la suite, ça amène une réflexion. On peut cliquer, Marie-Pascale. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions. Mais combien de temps faudrait-il avant que je puisse acquérir, avoir mes nouvelles certaines capacités? On se met à questionner qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée pour être autant fatiguée? Est-ce que j'ai fait assez de sieste? C'est quoi les choses que je devrais mettre en place pour ensuite avoir un apprentissage, une action? Alors, tu peux recliquer, par exemple, accepter son nouvel état de santé, revoir ses priorités, se fixer des petits objectifs, un peu changer son horaire du temps. Alors, c'est comme ça qu'on a pu documenter l'apprentissage expérientiel, le fait de vivre avec le cancer. Et la prochaine diapo, c'est quelques réflexions parce qu'on m'a dit de présenter en 5 minutes. C'est que les apprentissages expérientiels, c'est transformateur. Ça demande de vivre des expériences signifiantes, du temps et de la réflexivité. Alors, ce n'est pas toutes les expériences dans son parcours de maladie qui vont apporter un apprentissage expérientiel, mais il y a fois, c'est le fait de vivre souvent la même expérience, puis à ce moment-là, c'est exacerbé par les déclencheurs, qu'on commence à avoir une réflexion. C'est vraiment ce moment-là qui vient où que la personne va développer vraiment un apprentissage expérientiel. Et aussi, les apprentissages expérientiels de patients peuvent être peuvent nous aider à informer comment offrir des soins plus personnalisés et humanistes, ainsi que de cibler les teachable moments, c'est-à-dire des moments clés où c'est intéressant peut-être de faire intervenir un patient accompagnateur, un professionnel ou peut-être différents outils là, que sûrement on va développer au cours du projet. Alors, c'était mon 5 minutes bien serré. C'était tout pour moi. Bravo, Karine. Donc, ça met parfaitement la table à sur quoi vous avez travaillé, Tiffany et puis Mathieu. Merci beaucoup. Nous, c'est avec Mathieu, mon collègue qui est en ligne, on a développé ce qu'on appelle des parcours d'apprentissage patient. C'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle la stratégie numérique d'éducation aux patients et au public, qui est un projet qui a été mené en collaboration avec l'IPAM et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, le contexte en fait de développement de ces parcours puis du projet, c'était juste pour vous en toucher 2 mots. C'est vraiment je pense que la pandémie a mis en lumière la capacité des usagers à prendre soin d'eux-mêmes. Puis il y a toute la transition numérique en fait qui amène à repenser l'organisation des soins et services. Et on voyait vraiment l'auto-soin au cœur du plan santé du MSSS. Donc on a vu une opportunité en fait de construire une approche de l'auto-soin. Puis pour ça, il fallait trouver une stratégie d'identification des besoins d'auto-soin des patients, des besoins d'apprentissage. Et on a choisi de capitaliser sur les savoirs qui sont développés en fait par les patients au cours de leur parcours de vie avec la maladie. Comment on peut les identifier et comment on peut les rendre actionnables. Voilà. Donc, être un patient acteur de ses soins, c'est vraiment de l'envisager comme un partenaire et comme un acteur. Ça change vraiment le paradigme. Vous savez tous ça ici, mais si on regarde la pratique, en fait, en termes de pratique,
on va s'intéresser, je pense, beaucoup en organisation des soins aux pratiques du système de santé des services sociaux. Par exemple, si je dois aller à l'hôpital pour une chirurgie, la pratique, ça va être il faut que j'aille faire une carte d'hôpital, il faut que j'ai passé mes tests sanguins, il faut que j'ai passé une radiographie, il faut que je sois à l'heure pour ma chirurgie, qu'il y ait toute une équipe d'infirmières qui m'emmène de la salle où j'attends à ma salle de chirurgie, etc. Puis ensuite, on prépare ma sortie. Et si on regarde la pratique des professionnels, mon chirurgien, il doit m'avoir rencontré avant, il doit avoir en main mes résultats, il doit avoir planifié son opération avec son équipe, etc. Puis, moi, en tant que patiente, on me demande, c'est ça, d'aller faire ma carte d'hôpital, d'aller passer mes tests sanguins, d'aller passer mon test Covid avant ma chirurgie. Mais en fait, moi aussi, j'ai une pratique en tant que patiente. Puis, qu'est-ce que ça veut dire de prendre en compte cette pratique? Moi, en fait, dans tout ça, j'ai vécu donc je suis patiente, j'ai vécu une chirurgie. Puis, je peux identifier plein de choses que j'ai faites moi. J'ai préparé mon retour à la maison. Il fallait que j'ai des amis autour de moi. Il fallait que j'ai de la nourriture dans mon frigo. Il fallait que je rende ma chambre ergonomique. Il fallait que j'apporte des vêtements adéquats pour sortir de la chirurgie. Il fallait que je comprenne les interactions entre les antidouleurs qu'on m'a données à ma sortie de chirurgie. Il fallait que j'aille chercher mes antidouleurs. Il fallait que j'organise mon retour à la maison avec une amie qui venait me chercher. Il fallait que je comprenne comment faire un sevrage d'opioïdes parce qu'après ma chirurgie, il a fallu que j'arrête mes opioïdes. Fallait que j'ai appris comment prendre soin d'une plaie ouverte. J'ai une plaie qui s'est rouverte après ma chirurgie. Et puis, il fallait que je retourne à ma vie normale. Tout ça, c'est ma pratique de patiente. Puis, finalement, elle n'avait pas du tout été prévue dans mon parcours, mais je suis allée la chercher grâce à ma communauté de patients, grâce à mon association de patients, grâce à mes amis. Je suis allée chercher un peu, donc dans cette période de très grande vulnérabilité, plein d'informations. Mais je me suis dit, en fait, toutes ces informations, quelquefois, sont disponibles, sont hyper importantes dans le parcours du patient. Puis comment on pourrait à la fois identifier ces informations, mais aussi identifier c'est quoi la pratique. Donc, vraiment, dans le contexte de la stratégie numérique d'éducation aux patients au public, l'idée, c'était de voir comment on peut construire la télésanté, les plateformes de soins qui sont en développement autour du parcours du patient, puis comment cette pratique-là, on peut l'inscrire dans une perspective de parcours. Donc, dans le foisonnement de développement des portails, de foisonnement des outils, comment on raccroche ces outils, ces plateformes au parcours de soins du patient? Justement, en identifiant cette pratique, en identifiant ses besoins d'apprentissage, en identifiant les compétences qui sont développées ou à développer par les patients. Puis l'intérêt de la compétence, c'est que ça décrit à la fois le geste, je dois gérer mes médicaments, mais aussi l'apprentissage. Si je dois gérer mes médicaments, faut que j'apprenne à gérer mes médicaments. Et on l'a mis dans une perspective de parcours parce que, comme vous le disiez, en fonction de là où on en est dans son parcours, on n'a pas besoin des mêmes informations, on n'a pas besoin du même soutien. Et donc, on a créé ce qu'on appelle les parcours d'apprentissage patient avec Mathieu et puis tout un tas d'autres acteurs. On a une super belle équipe au COPPP qui nous suit, qui nous aide. Donc, c'est vraiment le parcours, c'est un outil qui liste les actions, les gestes, les apprentissages qu'accomplissent les patients tout au long de leur parcours de vie avec la maladie ou une condition de santé, sous forme de compétences ou de besoins d'apprentissage. Et on le voit vraiment comme un référentiel qui est centré sur la montée en compétences du patient, qui peut permettre en fait l'aiguillage vers des outils numériques ou non en santé pour accompagner et soutenir le patient dans sa pratique et donc aller vers l'auto-soin, la prise de décision partagée, l'autonomisation et l'amélioration de la relation thérapeutique. Et comment on a construit ça? On passe vraiment par plusieurs étapes. Puis, pour spécifiquement le parcours en cancérologie, en oncologie, pardon, on est allé voir en fait les acteurs du terrain, parce que moi, je n'ai pas vécu avec le cancer, même si je vis avec de maladies chroniques, puis qu'il y a beaucoup de cancers autour de moi, mais je ne connais pas cette expérience. Donc, on est allé rencontrer la direction nationale du programme québécois en cancérologie. On a rencontré Denise Paget du ROCO qui est dans la salle, Denise Page, puis la Société canadienne du cancer, la Fondation québécoise du cancer et Coalition Priorité Cancer, avec qui on a essayé de choisir l'angle de notre parcours, puis qui nous ont dit on pourrait faire un parcours assez à haut niveau, en fait, qui permettrait ensuite d'être décliné. Donc, on regardait les grands enjeux, les dimensions clés. Donc, par exemple, la dimension du proche aidant est ressortie tout de suite, l'importance de la transition après le cancer, l'importance de l'accompagnement pendant les traitements, mais aussi, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose qui se passe en prévention, en prédisposition? Donc, on a regardé tout ça, puis on s'est basé sur des travaux existants. La Société canadienne du cancer venait de sortir son continuum cancer, hein, donc on l'a pris comme base en fait pour faire
nos travaux. On a recruté des patients partenaires, donc des patients qui avaient une grande expérience de la vie avec la maladie. Dans nos patients, il y a une personne qui a vécu 7 cancers, qui a eu 34 chirurgies, je pense vraiment, qui avait une expérience énorme, mais aussi des proches aidants. Je remercie beaucoup Patrick Legris, Dounia Najahi, Lucie Pichet et Diane Thibault, qui ont été nos patients dans ces groupes de travail. Et puis avec eux, donc on a cartographié le parcours de vie avec la maladie en identifiant les différentes étapes où il y a des apprentissages qui se font. Et ensuite, on a fait ce travail de co-construire ces besoins d'apprentissage ensemble avec les patients. Ça a été des très beaux travaux. On a fait 7 rencontres de 2 heures qui étaient super intenses. On a eu beaucoup d'émotions. On a beaucoup ri aussi, étonnamment. Mais c'était vraiment un travail très intéressant à faire. Puis ensuite, on est retourné au fait auprès de nos partenaires. On avait rencontré aussi Carmen Lampron qui nous a beaucoup aidés. On avait rencontré l'équipe de le pont vers la maison qui nous a donné aussi beaucoup d'informations qu'on a pu intégrer dans le parcours. Et donc grâce au ROCO, au SCC, à la FQC, à la coalition et à la direction, et puis à l'aide de Marie-Pascale aussi qui a relu le parcours, qui a apporté beaucoup d'éléments, on a une première version de ce parcours d'apprentissage patient qui bien sûr est appelé à être enrichi par la suite. Donc vraiment, c'est ça. On voit les parcours comme des possibilités de les prendre comme est-ce que ça peut permettre de sensibiliser les équipes, d'évaluer des outils numériques en santé, de structurer des fonctionnalités d'une plateforme de soins et de soutenir les patients et leurs proches dans leur pratique. Et puis, le parcours en oncologie en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est 9 grandes étapes qu'on a identifiées. Il y a 115 objectifs d'apprentissage pour les patients et on inclut des objectifs qui sont spécifiques aux proches aidants, qui sont déclinés en de nombreux sous-objectifs. C'est vraiment des objectifs d'auto-soin et qui englobent des besoins de soutien et les impacts sur diverses sphères de la vie. Et les étapes du parcours qu'on a identifiées, donc c'est prévention, prédisposition, auto-examen, test de détection, l'attente pendant son parcours, consultation, diagnostic, traitement, vivre avec, et puis les soins palliatifs et les soins de fin de vie. Et pourquoi on le construit en étapes aussi? C'est parce qu'on sait bien qu'on peut passer plusieurs fois par une même étape, qu'on peut-être même à une même étape, on ne va pas avoir les mêmes besoins d'apprentissage, mais l'idée, c'était de les identifier, de pouvoir y retourner et ensuite de pouvoir faire des parcours d'apprentissage personnalisés en réponse à ces parcours d'apprentissage patients qu'on a identifiés. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est les autres parcours qu'on développe. Puis vraiment, comme je vous disais, les retombées de structurer les capacités d'auto-soin, que les patients reçoivent la bonne information au bon moment, qu'ils puissent faire des choix éclairés et qu'on puisse évaluer aussi les outils qui sont destinés aux patients. Voilà, merci. Je peux rajouter peut-être juste pour... Tiffany a vraiment tout dit. Merci beaucoup, Tiffany. C'était parfait, c'était très, très clair. Mais je voulais juste insister sur le fait que vraiment, on pousse... en fait, on va jusqu'au bout de la logique du patient partenaire. C'est-à-dire qu'on lui reconnaît, comme Tiffany l'a très bien dit, on lui reconnaît vraiment une pratique. Donc, on dit le patient, il n'est pas juste passif, il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est une question qu'on ne s'est jamais vraiment posée. On s'est posé la question de qu'est-ce que le médecin fait, qu'est-ce que l'infirmière, le physio, etc. Comment on peut les aider dans leur métier, dans leur pratique, dans ce qu'ils font. Mais là, on pose la question pour le patient et les proches, de dire qu'est-ce que le patient va faire à tel moment et comment est-ce qu'on peut le soutenir également. Donc, on ouvre, en fait, ce qu'on se rend compte là maintenant au Centre d'excellence, en fait, on est en train de faire presque juste ça. Parce que tout le monde veut qu'on fasse des PAP, parce que tout à coup, on a ouvert la porte sur tout un univers d'amélioration des soins et services qui ne se limite pas qu'à l'éducation des patients. Évidemment, l'éducation des patients, parce que comme Tiffany l'a dit, pour faire quelque chose, il faut apprendre à le faire. Donc, c'est sûr que c'est la première chose qui vient à l'esprit. Mais tout ce qui est télésanté, outils numériques, même dans les transitions de soins, dans les protocoles, ça peut affecter vraiment toute la façon qu'on considère les soins et services. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un peu une petite révolution là, qu'on observe à travers ça. Donc, je vais m'arrêter là, mais merci beaucoup pour votre attention. Je pense que vous comprenez que là, on a vraiment, comme tu disais, Tiffany, quelque chose à un très haut niveau. Puis l'idée, c'est vraiment de le faire atterrir concrètement pour le cancer du sein, avec toutes les différentes dimensions qu'on est en train de discuter là. Donc, c'est ça qui va être vraiment impressionnant. Là. Il faut vraiment qu'on participe tous à cette grosse aventure là, qui est quand même assez innovante et qui ne se fait nulle part ailleurs au monde, quoi. C'est vraiment là, on est les premiers à le faire. Donc là, on va essayer d'avoir donc Bertrand qui va nous parler des chatbots, parce que ça, c'est aussi un outil numérique qui est très prometteur, qui est en
est reconnu comme étant un des outils les plus pertinents actuellement. On aime bien chatter, là, on aime ça sur nos téléphones, là, clac, 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 on pose des questions, on a l'autre au bout du fil, enfin l'autre côté qui répond. Et là, c'est la même chose, mais avec donc la participation des patients et des professionnels pour être capable de répondre au mieux aux patients en fonction de leurs problématiques. Donc, Bertrand, le micro Oui. est à toi. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Et on te voit même, c'est hallucinant. Très bien, très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Pascale. Je suis désolé, hein, je ne peux pas être avec vous car je dois participer au Congrès européen sur le VIH à Varsovie. Donc, c'est pour ça que je vous parle à distance et je suis heureux de vous présenter Marvina. Donc, Marvina, hein, qui est un chatbot qui fait partie d'une grande famille. Tu peux passer la diapositive suivante. Donc déjà, c'est un projet, le projet des chatbots avec Marvin qu'on a développé avec la Covid en 2020, que j'ai développé avec un de mes étudiants, Yuan Shaoma, qui doit participer, je pense, qui est là avec nous, qui est un ingénieur, et puis aussi avec mon collègue Sofiane Achiche de Polytechnique, puis aussi un autre de nos étudiants, Amine. Puis on l'a travaillé dès le début aussi avec les pharmaciens. Donc un de mes collègues pharmaciens, Benoît Lemire, avec aussi Rachel Terrien du CHUM, avec un autre de mes étudiants. Donc on a commencé à monter progressivement la famille. Diapositive suivante. Attends, j'ai un petit souci. Ah ouais, c'est bon. Voilà, alors oui, et donc en fait, tu peux peut-être à ce moment-là, parce qu'il doit manquer une diapositive, c'est pas grave, tu peux passer juste celle d'avant. Comme ça, donc on a commencé avec Marvin. Donc Marvin, c'est ce qu'on appelle un chatbot en fait, hein, c'est comme un programme informatique qui permet de stimuler une conversation humaine. Et puis, donc, ce qui permet, en fait, ce qu'on voulait, c'est que nos patients qui sont avec le VIH, ils puissent avoir accès à des informations 24 heures sur 24, des informations qui soient vérifiées pour justement qu'ils puissent s'autogérer le plus possible, puisque c'est devenu vraiment une maladie chronique. Maintenant, le VIH, on a certains patients qui sont avec cette maladie depuis plus de 40 ans. Et donc, on vieillit aussi avec cette maladie, ce qui est une très bonne nouvelle. Et donc, on devient le boss, en fait, de sa prise en charge. Et donc, on a essayé de faire en sorte qu'il soit mieux informé pour une meilleure autogestion et que ça soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a développé Marvin, puis ensuite, on a développé en 2021, un an après, on s'est dit, on a les pharmaciens communautaires, ils suivent nos patients avec le VIH à travers le Québec, et certains, ils n'en suivent que 7 ou 8, donc ils ont du mal ils connaissent pas assez bien parfois pour répondre adéquatement aux questions très précises de leurs clients. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé Marvin Pharma, donc pour ces pharmaciens communautaires, avec nos équipes justement de pharmaciens, pour qu'ils puissent justement donner la bonne information et puis partager cette information ensuite avec le patient. Diapositive suivante. Et en 2022-2023, donc, parce que j'ai la chance de travailler avec Marie-Pascale sur différents projets, et avec Marie-Pascale et Nesrine, son étudiante, s'est dit, il faut qu'on travaille, on va aussi l'adapter, on va créer Marvina pour les personnes qui sont avec un cancer du sein, et puis pour essayer justement de développer avec des patientes expertes, on va pouvoir développer des informations qui soient vérifiées, qui soient adaptées pour aussi améliorer le parcours de soins et améliorer l'autogestion avec le cancer du sein. Puis en 2023, donc avec mon collègue pédiatre, Dr Esli Osman Liou, et puis un de nos étudiants qu'on a ensemble, Nick, on a développé Marvin Champ. Là, ça va servir en pédiatrie aux urgences pour aider, en fait, c'est un outil, on le fait un peu différemment. Là, ça va être un outil pour justement aider les patients, les jeunes patients, mais surtout leurs familles qui viennent, pour les parents, pour les aider à trouver la meilleure solution quand ils ont des problèmes infectieux, et peut-être aussi pouvoir repartir ou éviter les urgences et éviter les attentes. Diapositive suivante.
Alors, c'est une équipe multidisciplinaire depuis le début, donc on travaille avec des experts. Moi, j'ai un de mes associés de recherche, David Lessard, qui a développé cette expertise aussi pour faire travailler ensemble les différents acteurs. On travaille avec des groupes communautaires, donc dans le VIH. On travaille donc, il y a aussi avec le Centre d'excellence et partnership avec le patient et le public. Et on travaille beaucoup avec des étudiants. Donc, on voit à ce jour, il y a plus de 40 étudiants, que ce soit en pharmacie, en génie logiciel, etc., qui ont participé, qui participent, qui travaillent ensemble sur ce projet. Et ce qui me semble très, très important, c'est qu'on les fait sans cesse travailler aussi avec ces patientes experts, pour que vraiment ils apprennent à travailler ensemble et à répondre aussi aux besoins de ceux pour qui sont destinés toute cette famille de chatbots. Diapositive suivante. Alors, oui, voilà. Donc, vous pouvez voir le chatbot, en fait, il est sur Facebook Messenger actuellement. Donc, vous pouvez voir un petit peu à droite en bleu, c'est la personne qui pose ses questions, et à gauche, c'est le chatbot Marvin qui répond et qui envoie à chaque fois. Donc, par exemple, voilà, si j'ai la Covid-19 et j'ai aussi le VIH, est-ce que j'ai un risque particulier? Donc, il va pouvoir répondre en donnant des informations, et à chaque fois, il peut le renvoyer vers ou des liens ou des vidéos, etc., s'il veut en savoir plus. Puis à chaque fois, il va pouvoir lui donner des petits conseils ou même lui poser certaines questions pour pouvoir aussi, en fonction des réponses, adapter ces questions. C'est pour ça qu'on essaie que le chatbot soit intelligent. C'est pour ça qu'il a de l'intelligence artificielle, c'est justement pouvoir répondre en fonction répondre plus adéquatement, plus précisément en fonction des situations qu'il rencontre et des questions qui lui sont posées. Diapositive suivante. À chaque fois, je bouge quelque chose. Là, je pense. Non, il faut tout. Vas-y. Oui, c'est bon. Alors ici, donc là, désolé, c'est là parce qu'il est en anglais, en français. Donc voilà. Après, il est au début en anglais, au début. Après, il est en français parce qu'il peut changer la langue en fonction. Et donc là, il pose des questions sur si on est indétectable, on ne transmet plus la maladie. Donc, il va poser un certain nombre de questions. Puis il va aussi demander aussi quels sont les résultats en fonction de si la personne est indétectable ou pas au niveau du VIH. Et donc, ça va être, en fonction de ça, elle peut lui donner un certain nombre d'éléments qui sont des éléments souvent assez difficiles à trouver sur Internet parce qu'on n'est pas sûr de la véracité de la source et de la véracité des informations. Et donc, ça permet justement de le faire de manière. Là, on sait que les informations qui sont apportées par le chatbot, elles ont toutes été vérifiées, elles ont toutes été développées par les professionnels de santé, par des patients experts, etc. Diapositive suivante. Alors, ce qui est important, c'est que donc l'idée maintenant, c'est vraiment de pouvoir adapter en fait ce qu'on a fait avec Marvin, de pouvoir l'adapter pour créer Marvina. Et c'est pour ça que ce qui est important au niveau de la méthode, donc ça va être vraiment une méthode de co-construction avec un engagement des patients experts et des autres acteurs soignants d'une manière vraiment très multidisciplinaire, qu'on va pouvoir, donc on va utiliser une méthode mixte avec une approche quantitative et qualitative, surtout dans 2 sites, hein, dans le site du CHUM et aussi au centre universitaire donc de santé McGill, au site Glenn, au centre CEDAR du cancer. Diapositive suivante. Donc pour les participants et le recrutement, donc on va en fait avoir 2 à 4 patientes de la Fondation des Cèdres contre le cancer, de la Fondation du cancer du sein du Québec, qui vont nous aider ensuite à recruter 24 autres patientes. Et donc ça va se faire par le biais d'invitations par courriel via Virage, Croire, les groupes Facebook. Et puis, on va aussi pouvoir recruter des professionnels de santé, donc une dizaine, infirmières, infirmiers, oncologues, pharmaciens, pharmaciennes, et donc aussi des partenaires experts qui font partie de diverses fondations qui sont donc liées au cancer du sein. Diapositive suivante. Alors, si on regarde un petit peu donc les différentes étapes, vous voyez un peu, donc on vous a mis à partir de janvier-mars 2024, avec l'évaluation des besoins, groupe de discussion et les entrevues dirigées. Ensuite, excusez-moi parce que je ne vois
Oui, c'est bon, parce que je vois pas tout à cause des écrans. La création donc d'une bande de questions-réponses en fait qu'on va pouvoir développer, ensuite on va pouvoir entraîner le chatbot Marvina parce qu'on doit l'entraîner avec des situations pour le rendre pour la rendre plus intelligent, pour rendre ce chatbot plus intelligent. Donc il y a toute la question du développement technique qui va prendre plusieurs mois et ensuite on va pouvoir commencer à regarder donc le début de l'analyse des données, la préparation du pilote où il pourra justement être Marvina pourrait être utilisée par des participantes. Et on va faire, pendant tout ce parcours, en fait, on va faire une évaluation du processus de co-construction avec donc des focus group, des groupes de travail au comité consultatif. Et ça va permettre un peu de mettre en évidence les apports des patientes, mais aussi les difficultés rencontrées. Parce que l'idée vraiment, c'est on va quand même fournir des données qui doivent être des données vérifiées. Et donc, on doit sans cesse vérifier que Marvina ne dit pas n'importe quoi. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre attention. Et donc, bien sûr, on va, dans le cadre de ce magnifique projet de Parole Onco, avec Marie-Pascale et toute l'équipe, on va vous mettre, on va vous informer des différentes étapes et de là où en est Marvina. Ah bah merci, hein, merci Bertrand, merci à Tiffany, merci à Mathieu et merci à Karine. Donc, vous voyez que c'est plein de petits morceaux du puzzle là qu'on voit se mettre en place là, avec différentes façons aussi d'amener en fonction des besoins des patients. Certains sont plus visuels, d'autres sont plus auditifs, d'autres sont plus à chatter, etc. Donc, il faut trouver aussi plusieurs façons pour aller chercher les personnes. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des réflexions à la lumière de ce qu'on vient de présenter. Merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment super fascinant et je voyais les connexions qu'on pourrait faire justement avec la question de la stratification que j'ai posée avant pour aider les patients justement à pouvoir naviguer à travers les strates. Donc, c'est vraiment fascinant. Juste une question pour vous. Est-ce que vous avez considéré les aspects liés, par exemple, au retour du travail, les aspects un peu plus sociaux, professionnels dans la description, en fait, parce que j'ai juste l'impression que c'était beaucoup plus sur le parcours de soins spécifiques, mais il y a quand même tout ce qu'il y a autour pour les patients. Absolument. Puis en fait, c'est ça l'idée de mobiliser les patients partenaires autour de ça. C'est le parcours de vie avec la maladie, ça touche toutes les sphères de la vie. Donc effectivement, par exemple, même si la étape s'appelle diagnostic, ça a l'air d'être une étape très trajectoire clinique. Mais en fait, tout ce qu'on a exploré là-dedans, c'est annoncer son diagnostic à ses proches, vivre l'impact du diagnostic, comment on annonce son diagnostic au travail, ou dans le vivre avec, briser l'isolement après les traitements, mais aussi retourner vers son médecin de famille. Donc c'est vraiment, mais aussi les considérations financières par rapport au traitement, comprendre c'est quoi mes soutiens financiers pendant mes traitements. Donc même si les étapes permettent aussi de se raccrocher à une trajectoire clinique pour voir comment c'est lié. Tout ce qu'on décline comme objectif à l'intérieur aborde vraiment tous les aspects de la vie avec la maladie. Les ressources communautaires. Oui, tout à fait. Donc, l'idée à chaque fois, c'est que en fonction des étapes, on se dit qu'est-ce qui existe autour de moi comme association de patients, comme ressources communautaires, à qui je peux faire appel en fait. Donc, il y a beaucoup de moments dans le parcours, puis je pense qu'on pourra le partager, je pense à toute l'équipe, de dire comment trouver une ressource psychologique, comment retrouver une ressource communautaire, comprendre comment trouver. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller chercher toutes les ressources autour de soi. Il y a une super question là, en ligne. Cédric, est-ce que tu veux prendre ton micro et puis me la poser? J'essaye, je ne sais pas si ça fonctionne. Vous m'entendez? Ah ouais, c'est génial et on te voit même, donc c'est excellent. Ok, parfait. Non, juste une question par rapport à la littératie sur le chatbot. Est-ce que c'est pris en considération? Parce que là, on a vu très rapidement des interactions dans la boîte de chat, là, mais par exemple, la réponse sur le U égale U, là, c'est passé vite, mais il a fallu que je me concentre pour la comprendre. Est-ce que c'est pris en considération le niveau de littératie des personnes qui utilisent? Oui, c'est une excellente question. C'est pris en compte parce que surtout, c'est une barrière assez. Il y a plusieurs types de barrières. Parce que nous, on a déjà fait pilote pour Marville, justement. On a eu des barrières en particulier. On avait vraiment beaucoup de mal à pouvoir inclure des participantes. On avait surtout des participants, mais les participantes, parce qu'en plus, là où je travaille, il y a une très forte population migrante, et donc il y avait peu
comment dire, elle ne faisait pas vraiment confiance à quelque chose qui pouvait arriver par Facebook Messenger, etc. Pour d'autres, c'était un peu différent. Donc, ça a été une des premières barrières. On a eu aussi quelques barrières de littératie. Donc, on a aussi dû travailler sur le niveau de langage. Une des questions qu'on a actuellement avec le chatbot, c'est qu'il est un peu rapide, peut-être entre guillemets un petit peu trop intelligent. Donc, moi, je trouve qu'il répond un peu vite. Donc, il faut qu'on arrive aussi à. Alors, après, tout reste en mémoire. Donc, on peut lire progressivement. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Et je trouve qu'il envoie un peu trop de texte. Donc, ça, c'est des choses qu'on est en train de travailler. Et puis, donc, il y a plusieurs choses. Donc, là, on continue. Mais c'est sûr qu'il faudrait je pense qu'avec Marvina, on pourra faire un peu mieux au niveau de voir avec des experts en littératie, justement, comment on pourrait améliorer ça. Et on va aussi travailler j'ai un collègue qui est psychologue qui travaille aussi sur les comportements et on va pouvoir filmer aussi les utilisateurs ou utilisatrices qui accepteraient pour voir un peu comment ils réagissent face au chatbot et voir comment on peut aussi améliorer toujours il y a toujours des bons et des mauvais côtés, hein, avec c'est sûr l'utilisation de ces outils connectés comme ça et puis on essaye vraiment que ça soit au service de ceux et celles qui l'utilisent. Donc on n'a pas seulement des questions techniques, mais aussi des questions pour vraiment l'adapter et que ça réponde vraiment à leurs besoins et que ça soit vraiment adapté aux différentes populations. Et c'est vrai que nous, on l'utilise d'emblée dans notre population, qui est une population qui est plutôt avec de multiples vulnérabilités. Donc, on a été d'emblée confronté à un certain nombre de questions, dont cette question de littératie. Madeleine, tu veux continuer? Oui, alors je trouve ça fantastique. Je ne connaissais pas. Je trouve ça bien intéressant. Une des choses que vous avez nommées et qui est très importante pour moi, c'est qu'on a souvent des patientes qui vont voir sur Internet, qui lisent toutes sortes de choses, des horreurs aussi. Alors, je me dis ça, c'est un endroit quand même où, au niveau scientifique, il va y avoir une base assez solide. Et je pense que nos jeunes patientes atteintes de cancer qui souvent se sentent un peu délaissées, sentent que elles sont un peu seules à vivre ça, puis elles ont de la difficulté à se rejoindre entre elles, elles vont participer beaucoup au chatbox. Là. On peut penser que peut-être que des personnes plus âgées vont avoir de la difficulté, mais moi, je pense aux jeunes patientes qui vont pouvoir en bénéficier allègrement. J'ai une petite question. De quelle façon, dans ce qui existe déjà, comment les personnes peuvent avoir recours? Là? Ils vont sur Messenger et ils peuvent y aller simplement comme ça ou comment ça fonctionne? Oui, en fait, il faut demander il a son site, en fait, Marvin, il a son site sur Facebook et puis on peut demander à faire partie, être son ami et puis à ce moment-là, on peut être accepté. Alors nous, pour l'instant, on est toujours avec quelques questions techniques, on est toujours en train de l'améliorer, donc on n'a pas encore fait trop de publicité, donc on a un certain nombre d'utilisateurs, mais on ne l'a pas encore trop ouvert, parce que normalement c'est fait au niveau du Canada pour l'instant, en français et en anglais. Ce que vous disiez là, c'est sûr que rechercher, vous avez raison, hein, rechercher de l'information sur Internet, c'est parfois difficile et que c'est pour ça, d'où l'intérêt de développer de l'information vérifiée. Puis avec des patientes experts, on pense que ça va vraiment être très, très intéressant. Il faut savoir aussi que c'est aussi une source de frustration parce que le chatbot, il peut répondre à ce qu'on lui a appris surtout. Et donc, il faut toujours lui apprendre plus de choses. Puis à un moment, il va dire, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, je n'ai pas l'information, tout ça. Donc, ça peut aussi amener, parce qu'il n'est pas aussi vaste que ce qu'on peut trouver sur Internet quand même. Voilà, donc ça va faire partie des challenges avec toute l'équipe et avec Marie-Pascale. Ça va être de développer assez d'informations mais ce qu'on se dit, c'est que souvent, on s'aperçoit que c'est quand même un peu les mêmes informations qu'on va chercher. Donc, si on développe bien ces informations-là, si on l'adapte bien, et si on entraîne bien le chatbot, il devrait pouvoir apporter quelque chose. Puis je pensais aussi que le chatbot, quand il ne sait pas répondre, il peut aussi renvoyer sur le plan d'apprentissage en disant voilà ce qu'il y a comme information sur Internet en lien avec le PAP. Et puis le PAP peut aussi renvoyer sur le chatbot. Donc ça, je trouve ça super intéressant là, de voir comment on va être capable de renvoyer en tous les cas les personnes l'une par rapport à l'autre.
Puis évidemment, l'enjeu Facebook, là, voir si on est obligé de rester sur Facebook ou si on serait capable de pouvoir sortir de Facebook. Là. Ça, c'est une petite question un Oui, peu oui, proche. ça fait partie des choses à tout à fait. Bah oui, of course. C'est ça qu'on veut, là, c'est vraiment renvoyer sur les organismes communautaires, puis les faire connaître, et puis Ouais. justement participer à la co-construction du chatbot pour qu'on puisse répondre aux questions. Hein. Et ils ont participé à la co-construction des PAP. Tous les PAP ont des associations de patients, groupements, etc., qui sont impliqués du début à la fin. Ouais, Très important. c'est vraiment remarquable. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'était vraiment une matinée vraiment super. Hein. Moi, on a appris plein de choses. Ah, pardon, excuse-moi, encore une question, puis après, on va manger. Oui, je m'inscris toujours en dernier, mais ce n'est pas grave. Ma question est une demande de clarification. Dans sa présentation tout à l'heure, je crois Tiffany a utilisé le terme patient partenaire. J'ai été patiente partenaire un certain nombre d'années à l'hôpital Maisonneuve. Et le principe était que je participais à la rencontre de préparation des patientes qui devaient subir une mastectomie. C'était une fois. On rencontrait ces patientes-là une fois dans leur parcours. Et j'ai suivi, comme je l'ai dit plus tôt, le processus de préparation au rôle de patiente accompagnatrice. Et je me dis encore que la rencontre d'aujourd'hui, c'est en rapport avec les patients accompagnateurs, accompagnatrices. Donc, l'utilisation de patients partenaires dans ce contexte aujourd'hui m'a embrouillé un peu et j'aimerais que vous fassiez la différence entre l'un et l'autre, parce qu'accompagnatrice, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous intervenez plusieurs fois dans la vie d'une patiente ou dans le parcours d'une patiente, alors que patiente partenaire, vous interveniez une fois. Est-ce que les deux, finalement, se confondent? J'aimerais juste avoir une clarification sur l'utilisation de ces deux termes. Merci. Là, je vais parler un peu en fonction de ce qu'on partage dans la littérature. Là. Et puis, il y a deux façons de définir patient partenaire. Hein. Patient partenaire, on peut tous être des patients partenaires dans nos soins. Là. Donc, si on est engagé dans nos soins, on peut le devenir. Et tous les deux, là, par exemple, vous êtes des très, très bons exemples. Vous êtes des patients partenaires engagés dans vos soins. Donc, vous êtes partenaires avec votre équipe et dans la vie de tous les jours. Mais souvent, dans la littérature, on va parler des patients partenaires lorsque les personnes veulent mettre à profit leur savoir expérientiel à d'autres fins. Donc, ça peut être dans le système de santé, ça peut être au niveau éducatif, ça peut être au niveau de la recherche, ça peut être aussi au niveau de la communauté. Donc, c'est souvent comme ça qu'on l'a retranscrit dans la littérature, mais en sachant que ces personnes-là ont d'abord et avant tout été partenaires de leurs propres soins pour être capables ensuite de pouvoir l'être à un autre niveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a des liens. Ensuite, quand ils interviennent vraiment plus spécifiquement au niveau clinique, c'est là où on a proposé un terme spécifique qui s'appelle le patient accompagnateur. Donc, d'être vraiment dans une relation 1 à 1 ou avec un groupe, mais qui est en lien avec un processus de soins X ou Y. Là, dans le cas présent, c'est la cancérologie, mais qui permet vraiment d'avoir un accompagnement personnalisé auprès d'une personne. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Bon, on pourra en reparler si tu veux. Puis, dans le cadre des travaux qu'on vient de présenter dans les plans d'apprentissage personnalisés ou le chatbot, l'idée, c'est qu'il y ait des patients qui soient pas très loin non plus pour compléter des informations, aider les patients à utiliser le plan d'apprentissage. Donc, c'est là où on va aussi réfléchir un peu au nouveau rôle que vont jouer les patients accompagnateurs dans CPO, puisqu'ils vont être amenés aussi à bien aiguiller les patients, à bien utiliser ces outils numériques aussi qui peuvent les aider. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mais je pense que sinon, on va se retrouver tous en ligne à partir de 13h. Il faudrait qu'on soit tous vraiment présents à 13h parce que nous allons accueillir le président directeur général du CHUM. Donc, ce serait vraiment important que tout le monde soit là pour vraiment qu'il nous montre vraiment tout l'intérêt qu'il porte à ce projet. Donc, on sera content de pouvoir le recevoir.
Donc, à tout de suite. Ah, et avant qu'on ne se quitte, est-ce que j'ai ma petite diapo là que je peux… Merci. Génial. OK. Hier, j'étais à un événement qui s'appelle le CAP, là, qui est le centre d'apprentissage parallèle. Puis, il y avait un humoriste ou autre qui était en train de parler des relations. Puis, j'ai bien aimé cette petite phrase là. Le compliment est vital pour l'épanouissement des liens affectifs, aussi bien au sein du couple, entre parents, entre enfants et entre collègues de travail. Donc, je vous mets au défi pendant l'heure du midi de pouvoir faire des compliments avec les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, parce que c'est très bon pour notre état psychologique et mental.